Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc, je suis Quentin Farla, je suis directeur du cinéma et je suis ravi de vous accueillir une nouvelle fois aussi nombreux pour ce deuxième ciné-club de l'année, hommage à 21e siècle avec François Bégodeau. Vous avez bien fait de venir ce soir parce que c'est un film inédit qu'on vous propose, qui a dû passer dans un ou deux festivals. C'est le premier film de Cyril Chaublin. Donc ceux qui vont bien, je vais laisser François dire quelques mots sur le film. Je vous donne déjà rendez-vous pour la prochaine séance, qui sera le 12 décembre, et ce sera Certaines femmes de Kelly Reichardt. Donc Kelly Reichardt, tout le monde la connaît, je pense, dans cette salle, mais tout le monde ne connaît peut-être pas Certaines femmes, parce que c'est un film un peu plus passé inaperçu malgré les actrices. Et c'est un tout petit distributeur qui a les droits, donc on a réussi à le voir. Donc c'est aussi un privilège pour la prochaine fois, et je laisse tout de suite François présenter la séance de ce soir. Merci Quentin, merci à nouveau de m'accueillir, de nous accueillir. J'ai pas envie de vous parler du tout du film que vous allez voir, je vous en parlerai après. Je voudrais vous raconter une belle histoire d'amitié. Comme vraiment il s'en fait peu dans ce monde cruel. Ce ciné-club a commencé au début d'année dernière, comme vous le savez, comme certains d'entre vous savent. Et il y a des gens qui sont assidus, avec qui on finit par sympathiser. Un soir, après la séance de je ne sais plus quel film l'an dernier, vient me voir une spectatrice et qui me dit, qui se trouvait critique de cinéma de son métier, et je ne la connais pas, elle s'avance vers moi, elle me dit il faut que tu vois un film, j'ai un film pour toi. Alors je me dis, ça c'est encore une chieuse qui veut me refiler un film qu'elle a fait, ou alors non, c'est un film que j'ai vu, qui est magnifique et tu aimeras. Je dis oui, bon, enfin, des fois des gens me disent ça, conseillent des films, tu vas aimer, puis en fait c'est pas le cas, donc je me méfie un petit peu. Bien que j'ai eu toute la sympathie pour elle a priori, et je lui dis, bon, toi, par exemple, il parle de quoi ce film? Et elle me dit, il parle de Kropotkin. Kropotkin, pour ceux qui ne savent pas, est un anarchiste du 19e siècle, un des fondateurs de l'anarchisme. Là, ça commence à m'intéresser. Mon œil brille, et finalement, donc, gentiment, elle m'envoie un Vimeo, quelque chose comme ça, et je vois ce film qui s'appelle Désordre, qui est un film de Cyril Chaublin, je ne connais pas. Je vois que c'est son premier film, en tout cas le premier film en salle. Et puis je m'attends à voir une espèce de biopic de Kropotkin, donc déjà je commence à grogner, je suis pas content, enfin j'y vais de mauvaise humeur, et en fait c'est un éblouissement. Peut-être que certains d'entre vous ont vu Désordre, qui est sorti l'an dernier, et qui est vraiment un très grand film. Et de fil en aiguille, on essaie de se renseigner sur ce Cyril Chaublin qui a fait ce truc, qui ressemble à rien d'autre, et qui est tellement beau. Et on se rend compte qu'il a déjà fait un long métrage, mais avant Désordre, et que ce long métrage n'est jamais sorti. Il est inédit, alors peut-être une ou deux projections en festival, je ne sais plus où. Voilà, une espèce de machin comme ça qui traîne. Alors de nouveau, je fais appel à mon informatrice en chef, et je lui demande si elle pourrait se procurer le Vimeo, quelque chose comme ça, de ce premier film, qui s'appelle Ceux qui vont bien. Et donc je le vois, et là je me rends compte que Cyril Chaublin n'a pas fait qu'un grand film. Il en a fait deux, quoi. Et donc du coup, en plus c'est inédit, j'ai très envie d'en parler, donc je propose à Quentin qu'on le projette ici. Et c'est ce qui va se passer ce soir. Et donc vous voyez, la petite histoire, c'est que la boucle est bouclée. Ça a commencé dans le ciné-club et ça finit au ciné-club. Moi je trouve que c'est une belle histoire, vraiment. Et je vous jure qu'après le film, je dirai des trucs vachement plus intéressants. Bon, à tout à l'heure, le film est court, 1h10, donc on aura le temps de parler. Bonne projection. Rebonsoir. Oula. Je fais des bêtises. Alors quelqu'un m'a dit que je parlais trop précisément après le film, donc je vous laisse un petit temps encore de... Les gens se plaignent, quoi. Un petit temps, je laisse un peu respirer, incuber le film, qui n'est pas non plus un film hyper speed, je peux pas dire ça. Alors disons tout de suite qu'il a un rythme suisse, tout ça c'est fait. Alors, maintenant on va essayer de dire les choses quand même un peu, tout petit peu plus malines. On pourrait commencer donc tranquillement par se remettre en tête ce que j'appelle le prologue, que vous avez peut-être déjà oublié. Enfin, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 1h10. Donc le film commence par un petit bout autonome, quoi, parce qu'après il y a un noir, et puis on commence véritablement le film. Et donc vous vous souvenez, c'est 3 personnes qui sont au bord du lac et qui parlent. 3 personnes qu'on ne reverra plus par la suite. Donc c'est à ce titre-là que oui,
peut-être une introduction, un prologue, quelque chose comme ça, quoi, qui a son autonomie. On peut déjà noter la façon dont c'est cadré, ce petit prologue-là. Nous sommes au bord de l'eau. Bon, alors, on en a vu beaucoup des plans dans l'histoire du cinéma où des gens sont au bord de l'eau, on les filme, quoi. Ça s'est fait beaucoup, c'est vachement bien l'eau. Bon, en général, qu'est-ce qui se passe? On fait les choses... Moi, le premier, je le ferais comme ça, sans doute. On filme les gens à leur hauteur, quoi, la caméra un petit peu à la hauteur des gens, ce qui permet par ailleurs d'avoir un arrière-plan qui est plutôt sympatoche, avec un peu d'eau, mais aussi un peu de végétation. Ce serait le deuxième niveau, comme dans certains tableaux. Et puis un troisième niveau qui serait le ciel, par exemple. Ça permet d'ouvrir sur le ciel, quoi. Donc c'est super, on gagne sur tous les tableaux. Alors là, il ne fait pas ça. Choblin, il cadre différemment, il cadre de façon très inattendue, en plongée. Donc la caméra doit être légèrement au-dessus des personnages, et ce qui permet d'avoir un fond qui est l'eau, tout simplement. Ce qui nous dérobe totalement l'horizon, le ciel, des choses comme ça. C'est un choix radical, assez ferme. Et on entrevoit dès ce moment-là le fait qu'on va quand même avoir un drôle de cadre, avoir affaire à un drôle de cadre, quelqu'un qui cadre pas comme tout le monde, quoi, et dont l'art consiste d'abord à décadrer par rapport à ce que serait le cadre attendu. Alors qu'est-ce que ça crée, ces gens qui parlent sur fond de cette eau qui s'écoule, l'eau peut-être du lac de Zurich, j'imagine, parce qu'on est à Zurich, c'est dit d'ailleurs dès le début. Bon, voilà, c'est une première chose. On a quand même affaire d'abord à une proposition en termes de cadre, je parle de l'ensemble du film, qui est tout à fait étonnante, sans aller dans des grandes perspectives formelles, alambiquées, matu vues, épateuses. Il ne s'agit pas de ça, tout ça est très très calme, c'est souvent des petits pas de côté par rapport au cadre attendu, et qui produisent des effets. Bon, c'est ce qu'il fait pendant tout le film, on verra un petit peu plus. Concrètement, en quoi? Alors après, ces gens-là, dans ce prologue, ils se disent des trucs quand même. Notamment, c'est une femme, il y a une femme et deux hommes. Alors, ils sont par ailleurs remarquablement, notamment à la lumière du reste du film, ce sont quand même des Arabes. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est que ce truc où il n'y a pas d'Arabe après, qui commence par des Arabes. Est-ce que c'est le quota arabe? Est-ce que Choblin, ayant fait son film, s'est dit il n'y a quand même pas d'arabe dedans, donc je vais essayer de faire un prologue pour mettre 3 arabes, donc ça c'est bien? Je pense pas. Je pense qu'il y a une autre raison. Quelle est-elle? On peut y réfléchir, et peut-être qu'on aura une réponse un peu plus tard. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils se disent. Et ce qu'ils se disent, c'est qu'ils racontent en fait le film. Alors, le film. Ils disent, elle dit, voilà, elle travaille à la Cour suprême de Zurich ou un truc comme ça. Bon, Zurich, ville européenne, où il doit y avoir des instances comme ça, internationales. Et donc elle a eu vent de cette affaire, qui est jugée actuellement, et puis qui est en gros l'affaire qu'on va nous raconter par la suite, quoi, en nous donnant déjà le dénouement. Elle va se faire coffrer, la fraudeuse, celle qui commet ce délit d'extorquer de l'argent à des vieilles dames essentiellement. Donc nous connaissons la fin, nous connaissons un petit peu le type d'embrouille qu'elle a mis au point, le type d'escroquerie. Ça nous est dit, voilà, globalement, tout est dit. Tout est dit, mais alors à quoi sert le film? Alors ces 3 personnages, moi je pense qu'on pourrait très bien les voir en forçant un petit peu, j'avoue. Moi je les vois comme des spectateurs, une projection du spectateur. Et il y a une chose qui m'indique ça, c'est qu'il y en a quand même un des 3 qui dit ce truc assez étonnant. Il dit ça me rappelle un film que j'ai vu. Tiens, on lui raconte une histoire vraie, lui ça lui évoque un film, peut-être qu'il confond avec l'affaire elle-même. Est-ce que c'est un film, est-ce que c'est une affaire? Tiens, bizarre, drôle de trouble entre la chose même et sa représentation filmique, quoi. Mais alors du coup, effectivement, cette affaire est immédiatement appréhendée en tant que spectateur. Donc on pourrait dire que là, on a affaire à 3 spectateurs du film, des gens qui ont déjà vu le film, quoi, en quelque sorte. Et ces spectateurs, je pense qu'ils induisent par leur attitude ce que Choblin voudrait qu'on soit nous-mêmes comme spectateurs. D'ailleurs, je pense qu'un artiste, c'est toujours un peu ça, en fait, à bien y réfléchir. C'est quelqu'un qui construit un spectateur, qui construit un récepteur, qui profile, qui essaie de façonner en même temps que son œuvre le récepteur de cette œuvre, et qui voudrait induire un certain rapport à l'art. Et là, quel est le rapport à son film que Choblin voudrait induire en nous présentant ces 3 personnes, hein? On voit qu'elles sont assez débonnaires, assez bonhommes, qu'elles prennent la chose, pas de façon dramatique. C'est très calme. Voilà. Alors je pense qu'il faudrait, c'est ça que Choblin essaie d'induire tout de suite, c'est un spectateur calme et distant, qui trouve la bonne distance par rapport à ce qui va lui être raconté.
Alors là, on serait un petit peu dans les eaux qu'à mon avis, Choplin, pour avoir vu Désordre et celui-là, je pense que c'est quand même quelqu'un qui a dû un peu aller voir un peu ce qui se passait du côté de Brecht, dont le maître mot presque clicheteux, comme vous le savez, est la distanciation. Alors on dit souvent, on utilise beaucoup ce mot à tort et à travers. Je ne prétends pas d'ailleurs en être le dépositaire du sens le plus canonique, le plus réel, quoi, le plus authentique. Il y a quand même un truc qui est très vrai dans les opérations brechtiennes de distanciation, c'est d'induire le fait que le spectateur, lors d'une pièce de théâtre essentiellement, mais ça peut être utilisé au cinéma, ne soit pas complètement absorbé par une modalité du cinéma ou du théâtre, à savoir le récit. À savoir arriver à produire un spectateur dont l'enjeu principal et souvent exclusif ne serait pas qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on est en train de me raconter, quelle va être la suite, et comment ça va se terminer. Voilà. Quel va être l'enchaînement des causes et des effets qui s'appelle un récit. La première opération de distanciation, c'est toujours dire, mais non, c'est pas ça le sujet. Le problème, c'est pas ça. En fait, toi, le spectateur, j'aimerais attirer ton attention sur autre chose que qu'est-ce qui va se passer. Et la meilleure façon de détourner l'attention du spectateur de ça, d'obtenir que le spectateur ne se laisse pas absorber par cet enjeu-là, c'est de lui raconter l'histoire tout de suite. Comme ça, c'est fait. Comme ça, il va falloir qu'on s'intéresse à autre chose, parce que Choplin, il veut qu'on s'intéresse à autre chose. Alors du coup, le récit commence, et alors du coup, qu'est-ce qu'on pourrait bien apprendre de ce récit que ce prologue ne nous ait pas dit? Eh bien, par exemple, on pourrait se dire, ah oui, en fait, la suite du film, maintenant qu'elle nous a un peu raconté de quoi il va être question, maintenant que le prologue nous a raconté ça, oui, en fait, on va découvrir le personnage. Le personnage principal, celle qui a mis au point ce délit, cette escroquerie, on va apprendre à la connaître. Ah, quelle est donc la jeune femme qui a fait ça? Enfin, de quel bois est-elle faite, quoi? C'est qui? Elle vient d'où? Elle pense quoi? Elle est amoureuse? Elle n'est pas amoureuse? Elle a un chat? Voilà ce que va être la valeur ajoutée du récit. Oui, sauf que c'est pas ça. C'est pas ça que vous avez vu pendant l'heure qui suit ce prologue. On n'apprend absolument rien de plus sur cette jeune femme. Absolument rien. Alors après, on pourrait dire, oui, il y a quand même un autre enjeu, et qui est effectivement l'enjeu le plus intéressant quand on voit ce genre de truc. C'est comme quand vous apprenez un fait divers. Un homme a tué ses enfants. Un truc sympa comme ça, quoi. Évidemment, la question qui nous vient, c'est comment. On se renseigne, avec un poignard, en les empoisonnant, avec un fusil. Mais surtout, pourquoi? Donc, moi, je vois arriver un film qui va tout simplement nous dire ce qui a motivé cette jeune femme à en arriver là. Donc on pourrait très bien avoir un début comme ça qui serait sa vie chronique, sa vie normale, quoi. Et puis hop, au milieu du film, elle a l'idée. Il y a des circonstances qui fait qu'elle va avoir l'idée, et du coup elle va exécuter cette idée, rentrer dans cette escroquerie, et puis peut-être éventuellement être coffrée à la fin. Bon, le film c'est pas ça. Le film c'est pas ça. Alors que ça aurait été, je pense, la façon la plus standard de le faire. Beaucoup de gens l'auraient pris comme ça, en fait. Auraient d'abord raconté la petite vie de cette femme, et puis cette jeune femme, et puis à un moment, quand même, peu à peu, quand même, une idée germe en elle, elle le fait, elle n'ose pas, ah oh là là, mais est-ce que je vais me lancer? Pas du tout. Nous rentrons de plein pied, directement, dans l'escroquerie. Elle a déjà commencé au moment où le film commence. On peut même supposer qu'elle a déjà eu pas mal de victimes, on peut le comprendre de plus en plus. Donc tout ça est quand même bizarrement fait. Et surtout, à ce moment-là, on se dit, mais Choplin, à quoi tu veux m'intéresser? Parce que tu veux pas que je m'intéresse au truc auquel on s'intéresse d'habitude. C'est quoi ton film, en fait? Ça rime à quoi, ton truc? Alors explorons un petit peu, avançons un peu dans le film, et on va commencer à comprendre à quoi ça rime, et ce qu'il veut qu'on regarde. Alors il y a, juste après ce prologue, donc il y a un noir, et puis il y a une petite série de plans courts. Bref, le premier plan, c'est un plan sur quelqu'un qui met une enveloppe, qui jette une enveloppe usagée dans une boîte aux lettres. Boîte aux lettres pure. Main, boîte aux lettres. Après, nous avons un plan sur ce qui va être notre héroïne, que je vais appeler Alice. Alors qu'en fait, on apprend son prénom beaucoup plus tard. Mais je vais l'appeler Alice pour que ce soit plus pratique. Mais c'est important qu'on apprenne son prénom beaucoup plus tard. Bon, alors on a cette Alice au milieu du trafic, là, en train de pianoter sur son portable. Deuxième plan, plutôt large. Après, nous avons un troisième plan, de nouveau serré, où elle est en train d'activer comment on appelle ça, le bouton pour le feu de circulation, quoi, pour, je sais pas quoi, accélérer peut-être le passage au rouge ou au petit bonhomme vert.
Cadre serré, seulement la main. Après, de nouveau un plan large, elle est en train de marcher. Elle est de dos, elle s'éloigne du plan, de la caméra. Dans un plan très très large. Et puis après, de nouveau un plan très serré où elle badge voilà, c'est une espèce d'identificateur de badge pour, peut-on comprendre, rentrer dans le centre d'appel, qui va être quand même un enjeu important du film, puisque la séquence d'après, c'est justement elle en train d'officier en tant que télévendeuse, je ne sais pas comment on dit, qui traiterait un centre d'appel. Bon, alors voilà, ces quelques plans, ils sont intéressants. Ben, tiens, il a une drôle de façon de faire, quand même, Chauvin. Donc prenons déjà les 3 plans serrés. Le plan sur la boîte aux lettres, le plan sur le bouton du feu, le plan de badge, quoi. Pourquoi ces plans serrés? Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça induit? Qu'est-ce que ça nous fait de voir ça, en fait? C'est ça qu'il faut se dire, parce que tout le monde peut le faire, on peut cadrer serré. J'insiste bien là-dessus, parce que souvent, des plans serrés, vous en avez beaucoup dans le cinéma standard, des plans serrés comme ça, où vous allez avoir juste la main qui fait quelque chose. Il y en a plein, en fait. C'est le plutôt recommandé dans une certaine grammaire standard du cinéma. Commence tes scènes par un plan serré, ça se fait beaucoup, en fait. Toledano et Nakache pourraient faire ça, pour vous dire à quel point il ne faut pas être une flèche, quoi. Oui, je suis en colère contre Toledano et Nakache, j'ai le droit, voilà, je les aime pas. Je les aime pas. Donc vous allez commencer, par exemple, une scène au restaurant, vous commencez par un cadre serré sur l'assiette, quoi, avec la main qui est en train d'agiter le couteau. Mais il est bien entendu que, ça c'est pour rentrer dans une scène, mais très vite on va aller à la même scène, mais en plan large, enfin en plan moins serré. On va de nouveau voir les gens à table en train de manger, quoi. Donc c'est un petit truc comme ça. Lui, c'est pas ça qu'il fait, Chauvin. Il se contente du cadre serré pour rendre compte de l'ensemble du geste. Nous ne verrons pas un plan large sur elle en train de finir de mettre l'enveloppe dans la boîte aux lettres. Et il réduit le geste à ce cadrage serré. Et c'est tout ce qu'on en verra. Alors ça fait quoi? Ben, ça fait un peu ce que ça fait chez Bresson, parce que Bresson a beaucoup pratiqué ce genre de choses, et puis d'autres cinéastes, mais je prends Bresson parce que c'est presque, je dirais, une marque de fabrique bressonienne. On voit beaucoup chez Bresson, notamment, ça a été bien répertorié, des mains qui activent des poignées de porte, quoi, pour fermer ou pour ouvrir une porte. Alors c'est quoi l'idée chez Bresson? C'est quoi c'est l'idée que ce geste, comment dire, n'a pas besoin d'un cerveau pour se faire, puisqu'il n'est pas à l'écran, il n'a pas besoin d'un visage. Ce geste est dépersonnalisé. Ce n'est pas le geste d'une personne, c'est une main qui est en train de faire quelque chose un peu toute seule. Donc il y a l'idée d'un geste mécanique, qui se fait un peu comme ça tout seul. Vous voyez, on est agi par des choses. On n'a pas besoin de restituer l'ensemble de l'individu quand il est en train de mettre quand il est en train de, par exemple, se badger. C'est pas la peine, parce que c'est pas la personne qui se badge à ce moment-là. C'est pas l'ensemble de la personne douée de raison, d'esprit, de sensibilité. C'est le corps en tant qu'il s'est mécanisé. Et dans ce cas-là, il faut rendre compte de cette mécanique en isolant le geste en tant que tel, comme s'il était une espèce de truc autonome, quoi. Je fais des gestes sans bien m'en rendre compte. Bon, ça induit quelque chose d'un personnage qui est agi par quelque chose. Alors ça, c'est un truc très important quand vous écrivez des scénarios, quand vous racontez des histoires, ou quand vous écrivez des livres. Le monde se divise en deux. Dramatisons un peu les choses. Il y a quand même des artistes qui présupposent que globalement nous sommes beaucoup plus agis qu'agissants. Nous sommes beaucoup plus agis qu'agissants. D'autres artistes, d'autres conteurs, d'autres écrivains de romans ou de faiseurs de films considèrent que ils vont mettre en scène des agissants, des gens qui, en toute connaissance de cause, font ce qu'ils font. Bon, Chauvin fait très clairement partie de la première partie. Il pense que nous sommes agis. Et nous voyons un personnage qui est fondamentalement agi. Et c'est notamment, ça s'incarne immédiatement par cette petite somme de plans très serrés. Il y en aura beaucoup d'autres dans le film, vous les avez en tête, notamment ceux qui sont adossés, je dirais, à une vie mécanisée, automatisée, numérisée. Donc il va beaucoup donner là-dedans. À un moment, vous aurez des billets qui sortent comme un peu tout seuls du distributeur de la banque, quand madame, je ne sais plus où elle s'appelle, Obeline, ou je ne sais plus, j'ai oublié son nom, celle qui se fait escroquer en deuxième. C'est un nom allemand, quoi. On va l'appeler comme ça. On va l'appeler Obeline. Donc oui, le distributeur, il rend le billet, parce qu'évidemment, l'opération est complètement mécanique, automatique. Enfin bon, il n'y a rien de très, comment dire, c'est pas là que Chauvin est grand. Mais en tout cas, ça pose tout de suite un univers, quand même. Ça pose quelque chose. Et alors, si je reviens dans la somme des plans que j'ai décrits,
il y a quand même 2 plans larges. Il alterne en fait entre des cadres très serrés et 2 plans larges, voire très larges. Alors qu'est-ce que c'est que ce type qui ne choisit pas son camp là? Il fait du serré, il fait du large, donc en fait tout ce que je viens de dire sur les plans serrés c'est caduc en fait. Ah oui, sauf qu'en fait les plans larges ont exactement le même effet d'une certaine manière, mais par le moyen opposé que les cadres serrés. C'est-à-dire le premier plan large, donc elle est au milieu de cette circulation, entre 2 feux de circulation, et en train de pianoter sur son portable, puis on la voit de loin, de façon légèrement légère, plongée aussi, je crois. Voilà, et donc on a quand même de l'espace, du volume autour d'elle. C'est un plan plutôt large, une caméra plutôt éloignée, etc. Et le deuxième plan large, on voit la caméra est très éloignée, en plongée aussi, j'y reviendrai, et elle est en train de marcher dans un volume très très vaste qui la dépasse très largement. Et en fait, ça revient au même. On voit bien qu'elle est toute petite dans cet espace qui la dépasse, quoi. De la même façon qu'elle n'existe pas quand elle est cadrée serrée et qu'elle n'est plus qu'une main, dans les plans larges, elle n'existe pas non plus. D'abord, son visage, c'est-à-dire ce qui l'individualise. C'est bien notre visage qui nous individualise quand même, sans aller chercher dans du Lévinas du dimanche. Mais oui, si vous dérobez un peu le visage par le plan large, finalement vous obtenez la même désindividualisation que par le plan serré, sur une main, des choses comme ça. Donc c'est un petit peu pareil. Donc là on voit que le contexte, ce sont des personnages, en tout cas notre héroïne, elle est fondamentalement agie. Elle est agie par quoi? Par le contexte dans lequel elle évolue. Et c'est évidemment l'effet sensuel immédiat d'un plan très large comme celui-là. Et vous avez vu que dans les plans que fait Choplin, dans l'ensemble du film, vous avez énormément de plans extrêmement larges, comme on en pratique très très peu. Ou alors, c'est toujours la même chose, des plans larges, vous en voyez beaucoup dans le cinéma, mais c'est souvent des plans introductifs. On commence par un plan large, et puis après, on fait notre petit plan-plan des familles, où on va faire en fait des plans à hauteur d'homme, enfin voilà, un truc classique. Là, c'est pas des plans introductifs, c'est des plans qui occupent l'ensemble de la scène. C'est des plans séquences en général, d'ailleurs, ils fonctionnent beaucoup par plan séquence. Et il choisit donc de filmer telle scène en un seul plan et un plan très très large. Donc on peut dire que les personnages sont un peu perdus dedans et donc agis par le contexte. Alors ce qui nous indique un peu ce que pourrait être la vraie motivation de Choplin et ce vers quoi il voudrait attirer notre regard, non pas vers l'histoire, non pas vers l'héroïne en tant que telle, non pas vers ses motivations, mais vers quoi? Mais vers l'espace dans lequel elle évolue, le contexte dans lequel elle évolue. Ce qui l'intéresse Choplin dans ce film, sa passion première, je dirais, continuelle, au prétexte de cette histoire, c'est de filmer l'espace, et notamment, je dirais, l'espace public. C'est quand même ça que fait le film, en fait. Qu'est-ce que fait le film? Il faut toujours se demander ce que fait un film avant de se demander ce qu'il raconte, et surtout pas de se demander ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça. Il filme l'espace public. D'ailleurs, vous aurez remarqué, ou pas, en tout cas vous l'aurez ressenti, que les personnages ne sont jamais pris dans un espace privé. Jamais. Alors surtout pas notre héroïne, alors que c'est une convention du genre. Normalement, si on est avec un héros, une héroïne, il y a quand même un moment, on a un petit moment d'intimité avec lui, avec elle, quoi. Il est chez lui, il se repose, voilà, on découvre son intérieur, c'est important, il a peut-être une famille, voilà, on est tout seul sur son lit en train de rêvasser à sa journée. Ce qui permet un peu d'empathie avec lui, comme ça on a un petit moment avec lui. On n'a pas ces moments-là avec Alice. On n'a pas. Elle est constamment prise dans des espaces publics. Et c'est vrai, en fait, tous les personnages. Il y a beaucoup de scènes, il y a quelques scènes à l'intérieur, mais ce n'est pas des espaces privés, c'est souvent les espaces de travail. Et nous avons quand même essentiellement des plans d'extérieur. C'est un film en extérieur. Il y a quelques exceptions, bien sûr, vous les avez en tête, notamment le centre d'appel, mais on est beaucoup en extérieur, on est beaucoup dans la rue. Alors moi je crois qu'en fait Choplin, ce qu'il veut faire, il veut montrer une ville, quoi. Il veut montrer une ville, c'est ça qui nous fait éprouver. C'est une promenade dans une ville. Promenade n'est pas le mot. C'est des vues sur une ville, une espèce de... Alors il se trouve que c'est Zurich. Mais peut-être que ce qui l'intéresse, c'est Zurich en tant que ville contemporaine, en tant que... Bon, c'est aussi d'abord qu'il est suisse, donc il est, je crois, zurichois d'ailleurs, donc il fait avec ce qu'il a à la maison, quoi. Peut-être que l'aurait tout autant intéressé. Alors il y a un grain particulier de Zurich qui tient peut-être effectivement à ce truc européen, bon. Il y aurait plein de choses à dire. Mais je crois que c'est une ville contemporaine qui l'intéresse. Peut-être on pourrait dire quelque chose comme une métropole, quoi, comme on dit, voilà, qui serait des éléments urbains caractéristiques de notre époque. Il y a beaucoup de plans de ce film
qui ont un vague intérêt narratif. Vous aurez remarqué d'ailleurs qu'il arrive assez fréquemment en 1h10 qu'on s'écarte un petit peu de notre récit, hein, qu'on perd un peu de vue notre héroïne, qu'on perd même un peu de vue cette histoire de fraude, d'escroquerie, hein, qu'il se passe autre chose dans le plan. Donc en fait, on voit bien qu'il est requis d'abord par quelque chose de plus descriptif, en quelque sorte. En fait, il y a une intention presque documentaire dans ce film. Il y a un documentaire contenu dans le film lui-même. Si vous reprenez le plan où notre héroïne est perdue dans ce grand volume, elle marche parce qu'elle va vers le centre d'appel, et à ce moment-là, l'élément de fiction dans le plan, c'est quoi? C'est elle, parce que c'est une actrice qui est en train de jouer quelque chose. Jouer à minima, mais elle joue. En tout cas, elle ne serait pas là s'il n'y avait pas de fiction. L'élément de fiction, c'est celui-là. Tout le reste du plan, c'est un élément documentaire. On sent bien que ça a été pris d'ailleurs sur le vif. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas cadré, qu'on ait pris le soin de le cadrer, mais c'est du réel, quoi. Et donc le film contient vraiment un documentaire, et je dirais qu'il est sous contrôle du documentaire. Puisque c'est précisément le documentaire, c'est la ville, et les personnages, c'est la fiction. Et c'est la ville qui imprime sa loi au personnage. Donc c'est le document, c'est le réel qui imprime sa loi à la fiction. La fiction est vraiment sous contrôle de cet espace qui dépasse tout le monde, à savoir l'espace urbain, qui a ses lois propres. Donc il y a plein de plans que vous pouvez très bien interpréter comme une espèce de scène de la vie quotidienne d'une ville, ou scène de la vie citadine, comme on dirait en littérature. Il y a ça dans la littérature, il y a quelques... Baudelaire a un peu donné dans ce domaine au 19e, quand les grandes villes ont commencé à vraiment émerger, les grandes villes modernes. Je pense que c'est ça qui intéresse aussi Chaubelet, c'est de faire ce geste de capter des moments, des clichés, mais au sens photographique du terme, photographie animée, de la vie moderne, et de la ville contemporaine, de la métropole contemporaine. Je prends un exemple, un tableau de la vie contemporaine. À un moment, vous avez les deux inspecteurs, ceux qui sont souvent en bagnole, là, mais pour une fois, ils ne sont pas en bagnole, ceux qui enquêtent sur l'histoire, et qui vont finir par coffrer Alice. Ils sortent du centre d'appel, où ils viennent d'enquêter, on imagine, et ils fument une clope. Enfin, ils sont trois. Il y a les deux inspecteurs et puis un employé. Et puis, il y en a deux qui tiennent un gobelet dans leurs mains. Je pense qu'ils ont tous les trois un portable dans la main, et je crois qu'il y en a deux qui fument. Bon, cigarette, gobelet, ça pourrait être un tableau qui s'appellerait cigarette, gobelet et portable, qui pourrait aussi s'appeler pause clope. Même si eux, chez eux, c'est pas exactement une pause, mais c'en est une quand même. Et c'est un cliché de la vie citadine contemporaine. C'est quelque chose qu'on s'est mis à beaucoup voir dans les années 2000, par exemple. Vous voyez, ça, on ne voyait pas ça avant. Là, vous êtes jeune et bête, mais moi qui suis vieux et intelligent, il faut savoir que nous avions le droit de fumer dans les intérieurs jusqu'aux années 2000-2005, je crois que l'interdiction c'est 2008. Et donc on a vu apparaître des nouveaux clichés au sens photographique, des nouvelles postures citadines, qui étaient les gens au bas de l'immeuble en train de fumer leur clope pour faire une pause. Alors de fait, il y a pas mal de pauses clopes dans ce film. On l'a eu aussi à un moment avec trois jeunes femmes, dont notre héroïne, qui sont en pause clope devant cette espèce de grand mur qui est le centre d'appel, une espèce de mur aveugle, une espèce de façade grise comme ça. Et elles sont toutes petites dans le plan, comme d'habitude, complètement écrasées par le contexte citadin et par ce bâtiment qui est plus fort qu'elles, une espèce de mastodonte. Et c'est la pause clope. Donc qu'est-ce qu'on fait? La pause clope, c'est je regarde mon portable et puis je fume. C'est-à-dire que je pense que c'est une très très belle, et il y a une grande efficacité d'incarnation dans ce film. Le film n'est pas long, il n'a pas beaucoup de plans parce qu'il fait des plans relativement longs. Et quelle efficacité d'incarnation, pour vraiment saisir quelque chose de la quintessence de la ville. Et oui, cette scène, finalement, quelle meilleure façon de montrer le côté ridicule du travail, souvent, de l'emploi, que de montrer la pause. En fait, on voit toute la misère du travail à travers par la négative ou dans le creux de la misère d'une pause clope, d'une pause qu'on utilise. Comment dire, une pause clope quand vous travaillez, c'est toujours décevant, c'est toujours extrêmement décevant. Vous l'attendez un peu, ça vous donne un prétexte pour sortir, tout ça. Et puis vous fumez votre clope comme un crevard, et puis voilà, c'est fini. En gros, la pause était courte, donc elle ne vous a pas du tout régénéré. Globalement, la conversation a été quand même insipide, parce que c'est pas maintenant qu'on est intelligent. Et en plus, vous êtes foutu une cigarette dans les poumons. En plus, vous avez tout perdu,
Donc voilà, c'est des petits clichés comme ça, vous voyez, c'est des captations de la ville que nous propose Chauby, et je pourrais prendre plein d'autres tableaux comme ça. Alors ces tableaux-là, d'ailleurs, ils ont une continuité formelle que j'ai déjà un petit peu entrevue avec nos plans larges. Souvent, ils arrivent à créer une sorte de prison extérieure, mais alors par le cadrage lui-même, c'est-à-dire que dans le plan large que je décrivais tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait une plongée, une légère plongée sur Alice quand elle est en train de marcher. À quoi sert cette plongée, fondamentalement? Ça sert un peu à prendre du recul, mais pas que. Ça sert en fait à absenter l'horizon. Parce que c'est comme dans le prologue, en fait. Hein. Quelqu'un au bord de l'eau, vous le prenez comme ça, vous aurez l'eau en fond, vous n'aurez pas d'horizon. Si vous avez quelqu'un qui est en train de marcher, vous prenez deux puits là, votre fond, ça sera le bitume, en fait. Vous aurez un fond de bitume, donc vous avez complètement occulté l'horizon, vous avez fermé votre plan, vous l'avez verrouillé. Et donc ça nous fait une espèce de paradoxe d'un plan large qui n'a pas de place en fait, qui crée une impression de claustration par ce jeu de l'arrière-plan. En tout cas d'un arrière-plan qui est complètement bouché par quelque chose. Alors le plus souvent, c'est le cas dans les plans de pause-clope, l'arrière-plan n'est pas bouché par un jeu de plongée, il est tout simplement bouché par une façade totalement, alors qui est là sur tout le plan, qui occupe tout le plan et qui est vraiment une espèce de mur, quoi. C'est bloqué, c'est bouché. Donc vous avez un plan comme ça, c'est des plans d'extérieur, mais c'est des plans qui sont finalement très fermés. Alors en plus, ils sont fermés par l'avant-plan aussi, puisque il y en a beaucoup qui sont donc en longue focale, comme on dit. Vous avez des plans parfois un peu plus cadrés, serrés, mais de loin. Et vous avez donc des trucs qui passent au premier plan. Vous avez des bagnoles qui passent au premier plan, des camions, parfois des piétons. Et donc, si vous voulez que vous avez le personnage qui est au second plan, lui, il est pris entre deux trucs. Il est pris entre un premier plan qui est occupé, et puis un arrière-plan qui est bloqué par des effets de façade ou par des effets de plongée qui bloquent un peu les choses. Donc ça, c'est très intéressant. Je pense que vous l'avez éprouvé, peut-être sans forcément le conscientiser. Moi, j'ai vu le film 3 fois, c'est un peu plus facile quand même pour mieux élucider ce que j'ai éprouvé. Vous avez une façon de poser une ville qui est une sorte de prison, en fait, une prison à ciel ouvert. Enfin, à ciel ouvert, il n'y a jamais de ciel. Donc on ne sait même pas si c'est à ciel ouvert. Oui, on est à l'extérieur, mais précisément pas, c'est pas à ciel ouvert. Ils sont donc un peu enfermés dehors. Donc il y a l'idée d'une ville comme ça, où les déplacements sont très largement induits par le mobilier lui-même. On est bloqué par le mobilier urbain lui-même. Et il n'y a pas de marge de manœuvre des gens qu'on voit vaguement s'animer, des êtres humains, plus ou moins humains. Alors il y a une chose qui va surincarner ça, qui va peut-être le surligner, ce côté, l'espace extérieur et l'espace public comme finalement un espace de coercition. Alors ça va être surincarné et surligné, surjoué, je dirais, par les plans sur les flics. Les flics sont un petit peu les pièces rapportées du film, parce que autant les inspecteurs, on en a besoin pour l'histoire, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces scènes avec des flics là, ça sert à rien, ils n'ont aucun rapport avec Alice. Bon, donc ce sont des plans descriptifs. Ils ne sont pas narratifs, ils sont descriptifs. Ils sont là pour ça, quoi. Alors le premier, notamment la première fois qu'on se retrouve avec des flics, qui sont 4 ou 5 comme ça, à faire le planton, on se demande ce qu'ils foutent là, quoi. Qu'est-ce qu'ils font en fait? Pourquoi il y a tellement de flics dans cette rue? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là. En fait, ils font ce que font souvent les forces de l'ordre, qui portent bien leur nom. Forces de l'ordre, ils font acte de présence. C'est souvent ce qu'on demande, notamment aux troufions de la police, je veux dire aux prolos de la police. C'est ça leur boulot, c'est pas d'enquêter, c'est de faire acte de présence. Il faut se poser là, il faut se montrer, il faut montrer qu'on est là. Et la simple présence induit un certain nombre de comportements un peu plus, je dirais, disciplinés. Ça induit de la discipline. Oui, quand vous voyez 3 flics pas très loin de vous, vous allez, à part si vous êtes vraiment un rebelle qui a que ça à foutre et qui veut absolument des emmerdes, c'est pas ce moment-là que vous allez choisir pour traverser la rue en dehors des clous, en dehors des passages cloutés, les passages piétons. En fait, ça induit votre déplacement. Ça, ils sont là, quoi. Et ce contrôle-là, ce contrôle un peu insidieux, ils sont pas méchants, ils ne sont pas agressifs, ils sont juste là. Et leur présence, induit quand même un certain nombre de comportements. Alors, il se trouve qu'en plus, c'est ce qui apparaît dans ils contrôlent. Ils font vraiment des contrôles, ils palpent, ils font des choses comme ça. Et là, c'est intéressant parce que pendant tout un temps, on les voit faire ça sans du tout connaître l'occasion pour laquelle ils le font. Alors on finira par l'apprendre, parce qu'il y a un des types fouillés qui va leur demander « mais pourquoi vous faites ça ?» Enfin, je crois que c'est Alice d'ailleurs qui demande. Je me semble que c'est Alice. Non, c'est pas Alice.
Très bien. Les gens commencent à prétendre qu'ils connaissent mieux le film que moi. Donc vous voulez jouer à ça, vous allez perdre. Donc c'est pareil. Le mec aux chaussures. C'est le mec aux chaussures, le mec qui va changer les chaussures. D'accord, on verra plus tard, est infirmier. Mais c'est pas la démocratie ici. C'est pas l'agora, faut pas Athènes. Non, ça m'intéresse beaucoup que l'information comme quoi, s'ils font des contrôles, c'est parce qu'il y a une alerte à la bombe, donc un peu de terrorisme, n'arrive qu'après. C'est-à-dire que ça a fait exister le contrôle indépendamment de son occasion scénaristique ou de son occasion, voilà, alerte à la bombe, des choses comme ça. Ça a fait presque exister en soi, de façon presque décénarisée, comme si c'était un peu l'ordinaire et la régularité. Dans les rues, il y a des flics qui contrôlent. D'ailleurs, comment dire, si on voulait pousser encore plus loin la réflexion politique, on sait bien qu'il arrive que la menace terroriste soit une très très belle aubaine pour organiser un peu le contrôle. Bon. Donc, ma foi, le film ne nous dit pas, à coup sûr, qu'il y a véritablement eu une alerte à la bombe. Donc, il nous laisse avec l'idée que, de toute façon, il y a une vocation de contrôle de la police en tant que telle, voilà, et de surveillance de l'espace urbain, de l'espace public, qui est un espace à la fois commun, mais finalement public, mais finalement où on n'est pas si libre que ça. Donc, en fait, si on voulait faire le tour de ce qu'on voit de la ville dans le film, évidemment, c'est pas très gai. La ville, d'abord, est très grise, elle est très bétonnée. Ce serait très intéressant de voir les modes d'apparition du végétal dans ce film. C'est assez poignant ou crispant. C'est-à-dire que d'abord, vous avez très très peu de végétaux, et quand vous en avez, d'une certaine manière, c'est pire. Parce qu'ils sont vraiment faméliques, ou alors en petite forme. C'est de la végétation urbaine, quoi. On sent qu'ils ne respirent pas très bien. Et qui accuse en fait la présence de végétaux dans le plan, parce que Shaolin s'amuse à en placer ici ou là de façon extrêmement méthodique. Il le fait aussi très très bien dans des ordres, mais avec des tenants et des aboutissements un peu différents. Donc pour lui, c'est très important. Je veux dire, le mode qu'il y ait du végétal, des bouts de végétaux dans ses plans, c'est pas anodin. Et bon, je crois que ça accuse plutôt l'absence de végétation véritable que ça m'égaye le plan. Je pense que c'est plutôt ça que ça fait, jusqu'à des stratégies radicales du genre les petits tournesols en plastique qu'on a dans la scène de clinique pour vieux, enfin d'EHPAD, pour ça comme ça. Cette scène poignante, évidemment, de l'infirmier qui fait faire des exercices à une vieille, cette espèce de pot de tournesol au milieu, artificiel. Sur lequel on pourrait gloser. Enfin, je pense que tout le monde comprend bien ça. Donc ça, c'est la vie bétonnée. Bon, par ailleurs, c'est une vie, on l'a déjà dit, particulièrement mécanisée, automatisée. Je pense que c'est pas la peine de revenir dessus. C'est vraiment ça qui construit. On pourrait dire une ville inhumaine. On pourrait dire une ville où, mais c'est surtout ce qui est important, c'est à quel point les comportements sont très largement induits par tout un tas de choses qui ne sont pas l'initiative des individus. Qui sont plutôt des mécaniques, l'automatisation induit des gestes malgré nous, ou le contrôle policier, ou le mobilier urbain, ou tout un tas de choses. Il y a par exemple une chose qui est tout à fait absente du film, y compris d'ailleurs quand on voit passer des gens dans le plan, parce qu'il arrive qu'on voit passer des gens qui ne font pas partie de la fiction, qui ne font pas partie de l'intrigue. Il y a un truc qui est absent du film, de la même façon que j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'espace privé. Il y a un truc qui est absent, c'est des flâneurs. On ne voit pas de flâneurs dans le film. Il y a des promeneurs. C'est quoi un flâneur? C'est quelqu'un qui s'y flâne. Il est sorti dans la rue pour faire une balade et il ne sait pas où il va aller. Il va se laisser porter. C'est ça, flâner. Là, on ne voit pas des flâneurs. Si vous regardez bien les trajectoires des gens de la fiction, mais d'autres gens qui captent un tout petit peu la caméra, un peu plus documentaire, non, c'est des gens qui ont toujours quelque chose à faire, qui vont toujours d'un point à un autre. Ils ont une conception instrumentale de l'occupation de l'espace public. Ils ne sont pas là pour l'occuper ou y flâner. C'est là que c'est un lieu par lequel on passe, quoi. Alors il y a notamment, puisque le flâneur est absenté, ça fait émerger deux types, alors, je ne sais pas comment appeler ça, de catégories humaines, qui sont le consommateur et le travailleur. Voilà ce qu'on voit dans le plan, beaucoup plus, des consommateurs et des travailleurs. Alors on parlait de notre ami
Celui qui va s'avérer être un infirmier, lui, il cumule les deux, puisqu'on le verra comme travailleur et on va le voir comme consommateur. Il est contrôlé par les flics. Et effectivement, il veut quoi? Pourquoi est-ce qu'il était là? C'est parce que pour aller changer une paire de baskets qu'il a achetées. Donc c'est un consommateur, c'est une trajectoire induite par une volonté de consommation. C'est pas quelqu'un qui est descendu pour se balader. On verra ça. Mais on verra surtout, effectivement, lui, on le verra comme infirmier, on ne le verra jamais, donc, dans une autre posture que celle de consommateur ou de travailleur. Et on va voir dans ce film essentiellement des travailleurs, des gens qui sont pris dans le travail, dans l'emploi. Où on ne voit que ça. Ne serait-ce qu'Alice elle-même, elle est toujours soit dans le centre d'appel, soit en périphérie du centre d'appel en train de fumer une clope, soit en train de faire des trucs qui sont liés au centre d'appel. Et puis tous les autres, même à un moment, quand elle a besoin du portable, par exemple, elle a besoin du portable d'un autre, on la voit comme ça dans un plan très très large, toujours très de loin, comme ça, une petite silhouette qui chemine sur les allées telles que dessinées par les urbanistes, quoi. Et elle a besoin d'un portable parce que pour la fraude, il ne faut pas qu'on identifie son portable. Donc voilà, donc elle demande à quelqu'un. Donc là, ça pourrait être un flâneur, ça pourrait être un promeneur, ça pourrait être quelqu'un qui a que ça à foutre. Pas du tout, c'est un ouvrier municipal, un jardinier municipal, quelque chose comme ça qui est reconnaissable à sa tenue orange. On reverra d'ailleurs plus tard un plan où il y a deux ouvriers municipaux ou jardiniers qui sont en tenue de travail. Et ils sont tous, on aura un banquier à un moment, on aura évidemment les gens du centre d'appel. Donc on ne sort jamais de ça. Ce ne sont jamais des gens qui sont dans un usage de la ville, comme on dit chez les urbanistes, qui soit autre chose que d'aller travailler ou d'aller consommer. C'est tout à fait déprimant, cette affaire, en quelque sorte. Et je dirais que les flics aussi. Je parlais des flics tout à l'heure comme agents du contrôle, bien sûr. Mais les flics tels qu'ils sont montrés dans ce film, c'est tout à fait passionnant. Il y a plusieurs scènes avec des flics. Là, je parle des flics pas en civil, les flics en uniforme. Là, c'est-à-dire, eux aussi. D'abord, il faut noter un truc qui est déjà le cas dans Désordre, enfin qui sera le cas dans Désordre 2 ans plus tard, parce que ce film date d'avant. Il faut noter un truc, c'est que les flics ont des bonnes têtes dans ce film. Ouais, ils ont des bonnes têtes. Alors, qu'est-ce que... Ah ben oui, c'est étonnant. Ça devrait être singulier. Bon, il y a beaucoup d'amis de la police visiblement ce soir, mais à la base, comment vous dire, les flics n'ont pas toujours des têtes comme ça dans la vie, en fait. Donc c'est quoi ce choix de Chauvelin? Alors c'est intéressant parce qu'il y a quelques acteurs qui jouent là des flics qu'on retrouve anarchistes dans Désordre. Donc comme quoi, non pas qu'ils aient évolué entre les deux films, c'est pas ça que je veux dire. C'est que c'est la même gueule et c'est une fonction a priori opposée. Comme quoi Chauvelin, en bon brechtien peut-être aussi, n'est pas dans l'idée que les acteurs doivent avoir la gueule de leur emploi. C'est intéressant, hein, c'est des choses discutables d'ailleurs. Parce que dans la vie, on pourrait vérifier qu'il y a des têtes de flics. C'est toujours triste à dire, mais c'est comme ça. Et il y a peut-être aussi des têtes d'anarchistes, d'ailleurs, il y a peut-être des têtes de gauchistes. Et oui, ça existe. Des têtes de nazis, des têtes de gens de droite. Surtout les têtes de gens de droite, je trouve. Parce que les gens de gauche sont pas plus beaux. C'est ça qu'on a prévu. Donc il y a même ce choix. Bon, je note que c'est intéressant de voir que c'est la fonction qui intéresse Chauvelin et non pas la personnalisation, le typage physique des choses. Mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont pris eux-mêmes, ces flics. Ils sont pris en tant que travailleurs. C'est-à-dire que finalement, on a une certaine empathie pour eux. Parce que d'abord, ils bossent, je disais tout à l'heure, c'est des prolos de la police. Bah oui, c'est des prolos de la police, ceux qui sont là pour rester plantés des heures et des heures et des heures et des heures. Et faire des contrôles, c'est quand même pas marrant, quoi. Palper les gens, à part être vraiment si on est sadique, c'est pas marrant en fait, c'est des sales boulots, donc ils sont pris vraiment dans leur ennui, d'ailleurs, on les voit s'ennuyer, c'est pas très éclatant, ils sont pas très euphorisés, donc eux aussi sont filmés avant toute chose comme des travailleurs, et je dirais que formellement, ils sont complètement cadrés et pris dans un bain formel, ou dans un contexte formel, ou dans un volume formel, ou induit par la forme. C'est le même que celui qui concerne les autres personnages, qui ne soient pas des flics. C'est toujours la même chose, vous avez toujours le même plan plutôt large, longue focale, en tout cas caméra éloignée, premier plan avec des bagnoles qui passent, deuxième plan avec nos flics, et puis arrière-plan bétonné avec une façade qui bouge totalement les choses. Donc en fait, ils ne sont pas mieux lotis que les autres. Ils sont ni plus ni moins que des travailleurs pris dans
dans le filet de cette ville, de cette métropole. Ils sont aussi sujets à autre chose qui est l'habillage général du film, qui est son habillage sonore. Parce que ce que fait éprouver le film de façon alors vraiment très méticuleuse, hein, là, c'est très, on va dire que c'est une décision très ferme de la part de Choplin, il n'y aura pas un plan d'extérieur où on n'entend pas des bagnoles. Quelle belle captation de ce que c'est qu'une ville. Je veux dire, voilà. Nous autres, les citadins des métropoles, on l'est sans doute un peu, pour la plupart d'entre nous ce soir, on finit presque par l'oublier, le son des bagnoles, quoi. Mais c'est le tapis de notre univers citadin. C'est au commencement, et la bagnole, quoi. Au commencement, et le son de la bagnole, et après, on peut commencer à se dire dans quel quartier on va aller, mais de toute façon, il y aura du son de bagnole partout, même la nuit. On finit par le plus l'entendre, mais on l'éprouve, et sans doute que ça nous fatigue, et sans doute que ça nous affecte. Et bien, le cinéma permet de nous rappeler à ça. Moi, quand j'ai vu le film, je me suis dit, ah ben oui, c'est vrai, putain, mais en fait, il y a tout le temps ça, quoi. Il y a tout le temps ce tapis de son. Et donc, tous les plans sont conçus comme étant, comme ça, cernés par des plans de bagnoles. Ils sont parfois même cernés par des bagnoles tout court, puisque beaucoup de bagnoles passent dans le plan, notamment dans le premier plan d'Alice, où elle est cernée au milieu du trafic, là, en fait, quoi, elle est prise dans le flux. Mais surtout, sonorement. Et ben, les flics aussi doivent supporter ça. Donc, en fait, c'est pas pour faire pleurer sur les flics, mais c'est pour dire que ce qui va dominer vraiment dans l'esprit de Choplin, c'est vraiment l'idée que nous sommes d'abord des travailleurs, et que c'est d'abord par ce point-là que nous sommes aliénés. C'est en tant que travailleurs que je vais me capter, et il n'y a pas de dehors à ce travail. Alors, ça vaudra aussi pour les inspecteurs. Les inspecteurs... qui eux sont en civil, c'est un boulot un peu moins ingrat, ils poursuivent quand même, bon voilà, c'est de la fraude, c'est pas mal, quoi. Bon, sauf qu'en fait, Choplin va s'amuser à quelque part déjouer un peu ce qu'il pourrait y avoir d'excitant dans l'enquête. Hein. Genre, globalement, on peut pas dire que ça anime vraiment le film, quoi. C'est-à-dire que le film reste très suisse, hein. Même au moment où on est avec eux et que, oh là là, on vient de trouver peut-être une nouvelle victime qui va nous mettre sur la piste 2, attention, musique, gyrophare, pas du tout. Ils font demi-tour. Je fais bien l'accent suisse. Je l'ai un peu bossé ce soir. Mais oui, je bosse avant de venir. Donc, en tout cas, eux aussi sont pris comme des travailleurs. Eux aussi, à un moment d'ailleurs, ils sont dans leur bagnole. On les suit beaucoup en bagnole, en travelling, avant ou arrière. Et ben, quelqu'un les appelle, enfin, je sais pas quoi, la direction, le commissariat, ou que sais-je, et il leur indique qu'il va falloir qu'ils fassent demi-tour, alors qu'eux comptaient rentrer chez eux. Donc eux aussi sont soumis à des consignes, eux aussi ont un parcours extrêmement balisé dans la ville. Et cette espèce de flânerie comme ça en bagnole, finalement, elle est très balisée aussi. D'ailleurs, à un moment, on les verra bloqués dans le trafic, à cause d'un passage à niveau, je crois. Donc eux aussi sont tributaires de la ville. Ils pourraient être les dominants du film, parce que c'est quand même eux qui, au bout du compte, vont résoudre l'enquête et coffrer Alice. Enfin, ce sont des pauvres travailleurs comme tout le monde. On les a vus en pause-clope, on les a vus avec des gobelets, on les a vus avec des portables. Bon, par ailleurs, ils ont des conversations comme tous les autres flics. Ils parlent de quoi? Ils parlent de deux choses essentiellement, tous. Ils parlent de leur connexion Internet et de l'assurance maladie. Voilà, il semblerait que ça, c'est... Donc, en fait, ils sont pris comme d'habitude, ce sont des travailleurs, et quand ils ont accès à la parole, eh ben, ils parlent de consommation. Voilà un petit résumé dans le film de ce que pourrait être la condition de l'homme métropolitain contemporain. Tout ça n'est pas extrêmement joyeux, mais c'est vraiment ce que dispose le film, et il le fait de façon très, très œcuménique, quoi. Justement, encore une fois, en n'en mettant pas de différence entre les flics et d'autres usagers et d'autres piétons. Alors, puisqu'il y a une centralité du travail, il faut quand même en venir enfin à ce qui est un peu le centre du film, à la fois narrativement et aussi peut-être topographiquement, qui est le centre d'appel. C'est quand même là que ça se passe, quoi. D'abord, on n'y va pas beaucoup, on y va 2 fois dans le film. On y entre 2 fois. C'est quand même 2 fois importante, et surtout, c'est quand même le centre de gravité, en quelque sorte, de tout l'édifice du film, quoi. Alors, d'abord, notons l'intelligence de Chaoblin, de cette posée-là. Ça fait partie des modalités d'une intelligence artistique, ça. Vous voulez capter le contemporain. Par exemple, ça peut être un peu votre truc. On peut avoir d'autres motivations pour faire des films, mais il semblerait que Chaoblin, ça l'intéresse, quoi. Notamment dans ce film. Et alors il se dit, mais où est-ce que je vais me poser? Quelque chose qui serait une bonne synthèse du contemporain, qui serait efficace, qui me permettrait de filmer plein de choses en une seule, et de résumer pratiquement les choses. Ben, il fait le bon choix. Et il fait le bon choix, le centre d'appel, c'est parfait.
C'est parfait, pourquoi? D'abord parce qu'on sait que c'est un phénomène massif. De plus en plus de boîtes ont recours à ce genre de démarchage, ce genre de mode de marketing, de mode de stratégie commerciale. Parce que ça a été permis par un certain nombre d'outils, etc. Donc il y a tout un pan du prolétariat contemporain qui est massé dans ces centres d'appel, y compris en Europe. Beaucoup délocalisés dans des pays du Sud, comme on dit, mais beaucoup en Europe aussi. Alors là, oui, si vous voulez capter quelque chose de la condition prolétarienne contemporaine, mettez-vous là, ça intéresse. Et c'est d'autant plus intéressant que c'est aussi une synthèse d'une certaine modernité, parce que précisément ce mode de commerce s'est beaucoup développé par des outils technologiques. Et on voit bien que ce qui intéresse Schaeublin, qui doit être quelque chose comme une espèce d'anarcho-écolo-radical, c'est de se tenir à la jonction, au croisement du capitalisme et du technologisme, enfin du techno-capitalisme. Donc de se situer dans un domaine d'activité qui est totalement adossé à un certain nombre de possibilités qui ont été ouvertes par des nouvelles technologies, notamment le démarchage par téléphone, par algorithme, par le repérage, la numérisation la capacité de dresser une espèce de carte numérique ou de repérage ou de contrôle numérique des gens, de sorte qu'on puisse les repérer et les cibler. Oui, le centre d'appel, c'est très très bien aussi. Il y a un troisième avantage fondamental, c'est que ça fait deux choses en une. D'abord, vous avez affaire à des gens qui sont d'abord des commerçants, donc on est un peu dans l'essence même du commerce, aller à la chasse aux clients, quoi. Bon, c'est pas mal de se situer là. Mais surtout, ça fait double emploi parce que qu'est-ce que fait un télévendeur? En fait, il vend souvent un produit, qui vient d'un prestataire. C'est un prestataire qui paye le centre d'appel pour dire vous allez me faire une opération marketing, une opération commerciale sur tel ou tel produit. Et donc ça permet aussi de parler non seulement d'un domaine d'activité qui est le centre d'appel en tant que tel, mais de d'autres domaines d'activité qui sont en train de vendre. Et en l'occurrence, ce qu'ils sont en train de vendre, c'est quand même très intéressant comme résumé de la modernité aussi, en tout cas d'une certaine contemporanéité. C'est donc des connexions Internet, on vend des nouveaux opérateurs en quelque sorte, et puis on va dire une assurance maladie, quoi, complètement. Quelque chose de cet ordre-là. Bon, là, vous avez tout dit. C'est-à-dire que là, c'est d'une efficacité dingue en termes de représentation du contemporain. Parce qu'Internet, c'est notre bain, c'est notre commun. Il y a toujours tout un tas de gens qui sont en train de se demander ce qui pourrait être l'intérêt général, qu'est-ce qui nous soude, quel est le ciment de notre vivre ensemble et de notre République. C'est évidemment nos valeurs, moi j'ai envie de dire, premièrement. Mais c'est d'abord, en fait, concrètement, si ces gens-là n'étaient pas des illuminés idéalistes, regardez vraiment ce qui fait communauté parmi les êtres humains, et c'est Internet, en fait. C'est pas les valeurs. On a tous une connexion, et quand on n'en a pas, on n'est pas content. Donc voilà, Schaeublin c'est très très bien situé dans ce qui fait commun. D'ailleurs, voilà, tous ils en parlent. Et puis l'assurance maladie, ça c'est encore autre chose, ça c'est intéressant, parce que là, c'est pour cibler quelque chose qui serait plutôt propre à l'Occident, ça. Savoir que nous sommes des pays qui souffrons d'un déficit démographique, de natalité, etc. Nous sommes des pays vieux démographiquement. Il y a deux phénomènes qui se conjoignent. Beaucoup de vieux en Occident, et je pense qu'en Suisse, en Allemagne, c'est particulièrement le cas. Et il se trouve que non seulement les vieux sont nombreux, mais qu'en plus ils ont une grosse partie du patrimoine. Voilà. Ça c'est la situation occidentale. Ça c'est une situation spécifiquement européenne. Et c'est là peut-être que je repense à mes Arabes du prologue. Peut-être que c'est ça le sens des Arabes du prologue. C'est que c'était une façon que l'Occident, une ville occidentale par excellence, Zurich, soit regardée avec la distance de gens qui, a priori, ne sont pas des occidentaux pur jus. Et donc avec une espèce, comme s'il fallait retrouver un œil neuf extérieur vers qu'est-ce qui serait la spécificité du monde occidental, de l'Europe, de pays riches ou avancés. Et bien c'est ça en fait, c'est ça. Et ça c'est vrai que ça n'est pas le cas en Afrique, ça n'est pas le cas en Asie, ça n'est pas le cas en Amérique du Sud. Des pays très vieux et où les vieux ont tout le fric. Et donc là on a Schaeublin, comme d'habitude dans sa grande intelligence, s'est situé avec cette histoire d'assurance maladie au cœur de cette affaire-là, parce qu'elle met en œuvre ça. Et on voit bien que c'est ça qui l'intéresse au premier chef. À un moment, il y a une discussion entre trois jeunes femmes qui travaillent au centre d'appel. Elles sortent du centre d'appel, elles ne sont pas en train de se balader, de flâner, elles ne sont pas au café, elles sortent du boulot. Et donc, comme elles sortent du boulot toutes les trois, elles parlent ensemble, on ne suppose pas qu'elles soient copines, elles sont prises de loin, leur trajectoire est zébrée. C'est ce plan-là auquel je pense que c'est une espèce de pente, qu'elles reviennent, qu'elles disparaissent, c'est assez beau d'ailleurs. C'est assez chorégraphié, je dirais.
Et c'est chorégraphié par le mobilier urbain, en tout cas par la configuration urbaine, et elles se parlent, alors, comme d'habitude on les entend parce qu'elles ont un micro-cravate, mais nous on les voit de loin. Et elles parlent de quoi? Il y en a une qui parle du fait qu'elle a une grand-mère qui est très riche, et qu'elle, elle ne touchera pas l'héritage. Elle ne touchera pas l'héritage, pourquoi? Parce qu'elle doit avoir 20-30 ans, la grand-mère a peut-être 80-30, et puis il y a une génération entre les deux. C'est ça le problème, gros problème d'ailleurs de nos sociétés contemporaines, vraiment, hein, parce qu'avant, les parents mouraient tôt, c'était assez chouette, vous pouviez hériter, vous débutiez dans la vie, comme on dit, notamment dans la classe ouvrière. Bon, il n'y avait rien à hériter, c'est le problème, mais comme les ouvriers mouraient à 52 ans, c'était sympa, et donc là, vous voyez, leurs enfants pouvaient hériter, on dirait 25. Ça, c'était le bon temps, c'était les années 60, 30 glorieuses. Bon, maintenant, donc on voit, et c'est ça qu'elle dit. Elle dit, bah ouais, ma grand-mère a de l'argent, mais c'est pas moi qui vais hériter, c'est mes parents, quoi. Mes parents, ils sont pas morts, ils doivent avoir 60 ans, etc. Bon, on se retrouve dans une espèce d'anomalie comme ça. Je passe sur la leçon de sociologie, mais c'est dans le film. Et où c'est intéressant, c'est que c'est cet état de fait, une espèce de constat entre la démographie et l'économie, et le patrimoine, disons, la répartition des richesses, qui va provoquer le plan d'Alice. Le plan d'Alice ne naît que d'un constat. Elle ne fait que pousser jusqu'au bout la contradiction interne de la situation, pour parler en bon marxiste. Il y a une contradiction fondamentale, c'est-à-dire une espèce d'inégalité de richesse, c'est-à-dire que ceux qui ont l'argent sont ceux qui n'en ont pas besoin, et inversement. Et la redistribution ne se fait pas. Et donc, Alice, on peut supposer, même si ça ne nous est pas raconté, mais c'est à nous de le déduire, on n'a pas besoin pour ça d'avoir le parcours d'Alice. On le déduit par l'étude de la structure elle-même. Par l'étude de la structure elle-même, nous comprenons qu'en fait, elle est arrivée à cette impasse, en fait, puisque de toute façon, il y a du fric, mais c'est pas moi qui l'ai, et il ne me sera pas distribué, je vais aller le chercher. Voilà. Ça, c'est le côté un peu, comment dire, le fait divers qui nous est raconté, ou le fait de délinquance qui nous est raconté, est complètement induit par la structure. Il est en continuité de la structure. Il ne fait que pousser la structure dans ses conséquences ultimes. Ce qui inscrit Alice dans la grande tradition, pratiquement des fraudeurs anarchistes. Des fraudeurs, c'est presque un geste politique, même si elle le fait pour son propre profit, évidemment. Mais sa fraude elle-même porte un constat critique sur la société. Elle ne le dit pas du tout à aucun moment du film, c'est moi qui dis ça. Mais voilà. Après, il y a une chose beaucoup plus intéressante encore, et ce qui est pour moi le cœur de la grandeur de ce film. C'est de voir à quel point la fraude organisée, le délit organisé par Alice est en parfaite continuité avec le métier qu'elle fait, qui est un métier de commercial, de commerçante. C'est-à-dire que le détournement qu'elle produit, l'illégalité c'est toujours un détournement, on fait un délit, on détourne les choses, on les distord. Et bien, cette distorsion, elle est totalement en continuité parfaite de l'ordinaire du commerce. Elle ne fait rien d'autre, en fait, que ce qu'elle fait ordinairement en tant que démarcheuse au téléphone. Elle ne fait rien d'autre. En quoi ça consiste, en gros, le petit business du centre d'appel, là? C'est d'abord recueillir des données. Recueillir des données, en fait, il faut repérer les gens. D'où, effectivement, le fait qu'il y ait tout un commerce des données, comme on sait, les data. Bon, on se les approprie par des moyens, voilà, et donc du coup, on sait qui démarcher. Donc il faut repérer des vieux qui ont un peu de thunes, des vieux, voilà, c'est ça le truc en gros. Bon, c'est exactement ce que fait Alice. Elle repère des vieux qui ont un peu de thunes. Enfin, Alice comme travailleuse repère des vieux qui ont un peu de thunes pour arriver à leur piquer de l'argent, à leur extorquer de l'argent, ça s'appelle le commerce. Et Alice, comme délinquante, repère des vieux qui ont un peu de thunes pour leur extorquer de l'argent. Elle ne fait rien d'autre que ce qu'elle fait ordinairement. Et elle le fait avec les mêmes outils. Elle le fait avec un téléphone. Elle se sert même des données qu'elle prélève en tant que commerciale pour faire ses propres délits. C'est ce qu'on voit, en fait, c'est assez furtif. Et vous avez cette première séquence au centre d'appel où on est deux plein pied immédiatement, ça c'est très bien, on perd pas de temps, quoi. On n'a pas Alice qui arrive au boulot, qui dit bonjour, qui prend un café. Hop, direct, elle est en poste. Et elle est en train de, voilà, avec le casque reconnaissable, qui est un objet de la modernité qui restera, comme une espèce d'emblème. Et faisons le protocole, etc. Puis après, il y a une succession de plans, avec d'autres gens cadrés pareil, etc. Donc évidemment, uniformisation, ils sont tous dans des procédures standards, il n'y a pas d'individualisation, bon voilà, surtout pas de personnalité, ça on a bien compris. Et ça se termine comment,
son petit bouquet comme ça de vendeurs. Ça se termine par Alice, en gros plan de nouveau, et à côté, il y a une vendeuse qui est en train de... Ça y est, elle a demandé de combien sa cible, sa cliente, disposait d'argent sur son compte. On entend 29 000 quelque chose, ou 30 000, je ne sais plus. Et Alice, elle entend. Alors elle ne fait pas ça. En fait, elle ne fait pas du tout le geste que je viens de faire parce qu'on n'est pas chez les acteurs de merde. Mais c'est ça qu'on comprend. C'est ça qu'on comprend. Elle ne fait rien, en fait. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose. Hop, on comprend que c'est en fait toutes les infos qu'elle recueille pour pouvoir cibler des vieilles riches qu'elle peut manipuler et dont elle peut abuser, elle les recueille dans son lieu de travail. Et c'est exactement ce qu'on lui demande de faire toute la journée. Oui. Alors de la même façon, effectivement, il s'agit de, en gros, ça sera dit un peu plus tard d'ailleurs par le manager dans la deuxième séquence du centre d'appel, qui est à peu près la même d'ailleurs, utilisation de gros plans, etc. Mais il y a un élément nouveau. C'est le manager qui parle. Le manager, il dit quoi? Bon, on va lancer une nouvelle opération, là, maintenant il faut qu'on vende tel truc, donc assurance maladie, tout ça, ou alors connexion Internet, je ne sais plus si c'est l'un ou l'autre, parce que les deux sont souvent indifféremment traités, ce qui est intéressant. Et en gros, le manager, il dit les choses cash. Hein. Il dit globalement, bon, on cible les vieux, évidemment. Pourquoi? Parce que les vieux, ils sont faibles. Ils sont riches et ils sont faibles. On peut les abuser, soit parce qu'ils connaissent rien Internet, donc on peut les embrouiller, soit parce que, en tant que vieux, ils ont besoin de soins, donc leur refiler une assurance maladie avec un certain nombre de garanties, c'est pas mal, quoi. Voilà ce qu'il dit de façon très cynique et très cash, c'est ça qu'il faut faire, quoi. Bon, c'est exactement ce que fait Alice aussi. Elle repère des vieux dont elle va essayer d'abuser. Et le fait qu'elle soit vieille, d'ailleurs c'est plutôt des femmes qu'on voit dans le film, le fait qu'elle soit vieille fait partie de son plan. Elle aura plus de possibilités de les embrouiller dans la mesure où, les vieux, peut-être, ils n'ont plus toute leur tête, ils ne sont pas très regardants, ils ne comprennent rien aux technologies, on peut les embrouiller, on peut leur raconter un truc. C'est exactement ce que demande de faire le manager. Bon, résultat des courses, et c'est ce qu'elle fera d'ailleurs, en essayant d'abuser. On voit, il y a une vision d'ailleurs, je passe sur les scènes qui se commandent d'elles-mêmes, sur la condition des vieux. Parce qu'une fois qu'il est dit que les vieux ont le fric, on ne peut pas dire que ce qui apparaît de leur condition, la condition senior, ou la condition, je ne sais pas comment on dit, on parle de l'or gris maintenant par rapport à tout ce que le commerce peut tirer de la thune des vieux, l'or gris, la couleur de leurs cheveux. La condition grise, quoi. La condition grise, c'est quoi? C'est des gens seuls, que leur famille ne vient plus trop voir. À un moment, il est question d'une petite fille, on lui demande, celle qui témoigne à la fin pour sa grand-mère. Enfin. Et il est dit, vous la voyez combien de fois par an? Une fois par an, normal. Ouais, on ne se voit plus, il n'y a que l'histoire d'argent. Il va un peu loin, la Chablis, il y a un côté glaçant dans le constat. Donc les vieux sont ici des victimes. C'est pas simplement des méchants qui ont tout le fric et qui ne veulent pas le lâcher, quoi, qui s'accrochent à leur sac comme ça. D'ailleurs, on voit ces vieilles plutôt généreuses, en fait. On leur demande... je crois que c'est un vrai fait divers, en plus. Et on peut supposer que, d'une certaine manière, ce dont abuse aussi Alice dans son plan, c'est de la solitude et de la détresse affective des vieux, parce que, d'une certaine manière, ils voient tellement personne. La petite fille, elle appelle jamais, que le jour où il y a une vague voix qui se fait passer pour la petite fille et qui dit en fait, maman, je suis en pleine détresse, Méné, je suis en pleine détresse, moi, eh bien, la vieille ne demande qu'à le croire. C'est donc un abus de faiblesse. C'est vraiment typiquement un abus de faiblesse morale, faiblesse psychologique, faiblesse physique. Et c'est exactement ce que fait le commerce. C'est exactement ce que fait le commerce. Le commerce, c'est toujours de l'abus de faiblesse. Toujours. Alors, a fortiori, quand c'est des vieux qu'on démarche. Mais le commerce